Mesdames, messieurs les jurés, voici l'histoire d'un homme qui risque aujourd'hui de tout perdre. Le 25 juillet dernier, j'étais à Paris pour visiter le Palais à la Découverte. Je suis passée par l'avenue de la Grande Armée. Il y avait du bruit, de la fureur. Devant le siège social de PSA, des manifestants criaient leurs revendications et leur colère. J'étais là, face à eux, stupéfaite, étonnée. J'en ai oublié ma sortie, je me suis avancée. Un homme s'est approché de moi, s'est présenté. Il s'appelait Halim, il avait une trentaine d'années. Je me souviens encore de son regard et de ses premiers mots interrogateurs. « Mais qu'est-ce que tu fais ici? Un membre de ta famille risque d'être licencié ?» Je lui ai répondu « Non, monsieur, pas tout à fait. » Au milieu du vacarme, nous nous sommes racontés nos vies. Voici la sienne. Halim a été embauché par PSA, victime de 5 accidents du travail en 11 ans, souffrant maintenant d'une double hernie discale. On ne peut pas porter de lourdes pièces de carrosserie pendant toute sa vie sans en porter également les séquelles. Et il m'a dit, PSA a accepté de me garder, mais qui va vouloir d'un ouvrier handicapé lorsque PSA me licenciera? Car cet homme a une famille à charge, une épouse et 3 enfants. Comment vont-ils vivre après ce traumatisme? En quelque sorte, cette histoire, c'est aussi la mienne. Celle d'une adolescente qui a vu sa mère sans emploi pendant 9 mois. Ma mère a travaillé pendant 20 ans dans une entreprise de prêt-à-porter lorsqu'elle avait été victime d'un licenciement économique. Elle n'avait pas de qualification, mais à son époque, on pouvait gravir les échelons sans avoir fait de grandes études. Ma mère avait un CAP pour se présenter sur le marché du travail, comme l'on dit. Or, les offres d'emploi auxquelles elle pouvait prétendre exigeaient un bac +3 ou +4. Alors, à 45 ans, elle a dû se battre, reprendre ses études, recommencer à construire sa vie, comme si, en 20 ans, elle n'avait rien appris, rien réalisé. Je l'ai soutenue, encouragée. Elle s'inquiétait souvent. Elle pensait que jamais elle n'aurait la ténacité nécessaire pour obtenir un nouveau diplôme. Je la voyais assise devant la table du salon, désespérée par la situation, les yeux perdus dans le vide. Elle s'angoissait pour son avenir, sa famille, ses enfants. Je l'ai vue étudier, apprendre, réapprendre, passer des examens, attendre fébrile les résultats. Et elle a réussi. Elle a obtenu une licence, a retrouvé un emploi. Le spectre du chômage s'est évanoui. Néanmoins, son salaire a subi une baisse significative de 20%. Preuve, s'il en était besoin, qu'à cause d'un licenciement, on a toujours quelque chose à perdre. Comment une société, un pays peuvent-ils accepter, générer de telles situations? Car cette histoire n'est pas seulement l'histoire d'une femme, ni celle d'un homme, c'est celle de tant d'autres qui voient leur usine délocalisée, puis fermée, qui se retrouvent sans emploi, hantés par le sentiment d'être délaissés, parias d'une société qui ne veut plus d'eux. En effet, mesdames, messieurs, la situation économique actuelle bafoue sans vergogne quotidiennement l'article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Mais où sont la dignité, l'égalité, la fraternité, écho à notre devise « Liberté, égalité, fraternité » quand un homme ou une femme perd son travail? Où sont les valeurs humanistes du pays des droits de l'homme? Que devient la fraternité quand nombre de délocalisations déshabillent les ouvriers français pour habiller les ouvriers d'autres pays? Ces ouvriers-là ont peut-être gagné un emploi, mais à quel prix? Quels sont leurs droits? Travaillent-ils dans des conditions satisfaisantes? Quel est leur salaire? Et si les ouvriers français ont perdu leur travail, c'est parce que l'économie et son marché se moquent de l'humain. L'essentiel n'est pas l'homme, c'est le profit. Les patrons voient l'argent, visent les bénéfices, mais ne s'embarrassent guère de la protection sociale des hommes et des femmes. Dans ces conditions, comment la fraternité peut-elle ne pas être illusoire? Qui défendra l'autre? Je la souhaite tellement, cette fraternité. Vous la souhaitez tellement aussi. Mais si je suis là, c'est que je suis la voix de ces oubliés, parce que le monde actuel prône l'individualité. Je suis ce que je suis, tu es ce que tu es.
Ne nous entraidons pas, tu risquerais de me prendre ce que j'ai. Quant à l'égalité, n'est-elle pas une notion bien abstraite en ces temps si durs? Bien sûr, il faut des dirigeants et des employés, mais il y a aussi souvent des actionnaires qui, sans travailler la plupart du temps, gagnent toujours plus que l'ouvrier qui trime tous les jours pour vivre ou pour survivre. Quel abysse entre ces catégories socio-professionnelles! Quel irrespect de l'article 23 qui prône un salaire égal pour un travail égal! Comment ne pas nous indigner de ce système qui fait la part belle à l'argent, mais oublie lamentablement l'homme? Que devient la liberté? Celle qui offrirait de travailler où l'on souhaite, d'accéder à un poste qui satisferait chacune et chacun d'entre nous, celle qui permettrait d'entreprendre en réalisant ses rêves. En fait, dans la réalité, peu de rêves, plutôt des cauchemars, parce que la peur nous étreint toutes et tous. Peur de ne pas trouver un emploi, peur de ne pas le garder. Halim a sans doute perdu le sien. Ma mère a craint de ne pas en retrouver. Et moi, jeune lycéenne, à qui l'avenir semble promis, je suis bien consciente d'avoir la chance d'évoluer dans un milieu social qui peut m'offrir à nouveau tout ce dont j'aurais besoin pour réussir. Pourtant, aurais-je un emploi qui m'offrira cette liberté d'entreprendre, d'avoir un métier qui me convienne, même en travaillant bien au lycée, même en poursuivant de belles études? J'ai peur, quand même, je vous l'avoue. Et quand je vois toutes ces personnes qui défilent dans les rues, je pense, elles ne savent plus ce qu'est la liberté. Prisonnières de leur angoisse, terrorisées à l'idée de perdre leur emploi, contraintes d'envisager Pôle emploi, le RMI, le RSA, à cause d'une crise économique mondiale qui dévaste tout, ravage tout espoir de gagner sa vie avec dignité. Dénigrer les conditions équitables et satisfaisantes de travail. Oublier la protection contre le chômage de l'article 23. Vilipender l'esprit de fraternité du préambule de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Voilà le visage d'une triste humanité sans conscience qui se complaît dans l'injustice. Pour ces travailleurs, pour ces ouvriers, pour ces employés, il faut un plan d'urgence. Je n'ai pas la solution. Les dirigeants et les actionnaires, pas davantage apparemment. Mais ce délaissement est inacceptable, scandaleux, quand les ouvriers se lèvent tôt, chaque matin, dans tous les pays du monde, pour une rémunération finalement peu reconnaissante de l'énergie déployée. Énergie du désespoir, sans doute. Ils n'ont pas le choix. Lors de la dernière campagne présidentielle, je ne me souviens pas avoir entendu parler d'emploi. Je pense que le propos était soigneusement évité. Il fut question de dette publique, de fiscalité, mais pas des sujets tabous, les licenciements, les plans sociaux, le chômage galopant. Combien de temps allons-nous tolérer cela? Combien de salariés ont déjà perdu leur emploi? Combien d'autres vont le perdre? Combien d'ouvriers vont voir leurs moyens de production partir vers d'autres pays? Je pourrais vous donner les chiffres, les statistiques, mais je ne le ferai pas. Et pourtant, je les connais, mais je ne les dirai pas. Car derrière ces chiffres, il y a des hommes, des femmes démunis, anéantis, brisés. Les chiffres ne traduisent pas la détresse humaine. Peut-être même l'annihilent. Où cela va-t-il mener ces hommes et ces femmes une fois de plus? Toutes ces délocalisations, ces licenciements de masse. Le chômage est la maladie de la mondialisation, la gangrène de notre siècle, le cancer de notre société de consommation. Les travailleurs s'investissent dans leur emploi parce qu'ils en ont besoin pour gagner leur vie et vivre dignement, pour régler les factures, subvenir à leurs besoins, à ceux de leur famille, éduquer leurs enfants convenablement. Le travail est leur façon d'exister, d'être. Et pourtant, regardons autour de nous, ces employés stressés, rongés, ces ouvriers abattus, meurtris. Regardons ces chômeurs s'acharner à retrouver un emploi qui n'existe pas plus, sombrant dans la dépression et dans l'alcoolisme. Combien finiront dans la rue, seuls, affamés, reniés par leur famille, par leurs amis, abandonnés de tous? Après la déchéance, une seule échappatoire demeure, le suicide. Oui, quand le licenciement survient, ces hommes et ces femmes perdent leur vie après avoir tenté de la gagner. Comme ils ne peuvent plus vivre de leur travail, alors ils en meurent, en se jetant sous un train, en s'immolant devant un bureau de Pôle emploi. Situation relativement fréquente qui reste tue. Acte ultime, geste tragique et horrible,
du désespoir fou. Honte de notre société qui oublie l'être humain, anéantit l'être vivant. Mais il faut se battre, malgré tout. Toute personne n'a-t-elle pas le droit de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts, comme le stipule l'article 23 ? Alors, je me souviens des salariés d'ArcelorMittal qui manifestaient le 2 octobre 2012 à Metz. La police les a fait reculer à l'aide de gaz lacrymogène. Défendre leurs intérêts, défendre leur vie, quel crime abominable! La société les a privés de ce droit. Quelle humanité que la nôtre, quand l'argent régit tout. Voilà les fruits de mon indignation. Voilà ce qui me révolte, ce qui m'a donné la volonté de plaider aujourd'hui devant vous, mesdames, messieurs les jurés. Tout n'est pas pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Ne soyons pas candides. Halim, ma mère, n'en sont que des exemples. Ma mère travaille à nouveau. Halim, je ne sais pas. Mais je n'oublierai jamais leur voix. Ils m'ont appris qu'il n'y a pas d'âge pour défendre ce qui est juste et les valeurs auxquelles l'on croit. Ils m'ont appris que la vie est un risque, que l'on peut tout perdre, mais que si l'on ne se bat pas, l'on ne peut rien gagner. Mesdames, messieurs les jurés, je vous remercie de votre attention.